que c'est assez logique qu'il réponde comme ça, mais je pense que c'est pas une posture, qu'il est vraiment un supporter des clubs français en Coupe d'Europe, même s'il a des joueurs de l'équipe de France qui joueront dans l'équipe d'en face. Donc je pense que c'est pas du tout une posture. Non, je pense qu'il est sincère. Et puis son histoire avec l'OM, elle est pas si rectiligne que ça, en fait. Ben oui, parce qu'il a un statut qui n'est pas forcément à la hauteur de tout ce qu'il a apporté à l'OM en tant que joueur et également entraîneur, puisque l'histoire s'est mal terminée pour des raisons qui sont trop longues à expliquer ici, mais il n'a pas le totem qu'il pourrait avoir à Marseille, donc, et puis c'est loin maintenant pour lui aussi, donc, et puis peut-être qu'il pense également à son avenir, et peut-être qu'un jour le banc du Paris Saint-Germain pourrait l'intéresser aussi sur l'été cynique, mais je pense comme Bruno qu'à mon avis c'est pas du tout une posture et qu'il est sincère. Il n'est pas le seul à s'être exprimé dans ce sens. Écoutez, Zinedine Zidane, qui était donc au Grand Prix de Monaco, comme vous l'avez vu dans le cardiomètre, il est interviewé par Laurent Dupin. Vous savez, sur Canal, il y a beaucoup de sport. On a la Ligue des Champions la semaine prochaine. Vous allez regarder la finale. Vous en pensez quoi? Oui, bien sûr. On va regarder. Ouais. On va regarder de toute façon. Même moi, qui suis Marseillais, de toute façon, il va falloir que l'équipe française gagne. Bon, on vous souhaite un très bon Grand Prix. Merci Zinedine. Voilà, même Zidane en soutien. On pourra dire que c'est le futur sélectionneur, peut-être, mais il n'est pas le seul. Basile Boli a également s'est exprimé dans un média, je crois que c'est sur France Télévisions, et il a dit, tout Basile Boli qu'il est, moi je vais regarder la finale comme tout le monde, mon cœur reste bleu et blanc, mais je suis derrière le Paris Saint-Germain qui représente la France, c'est quelque chose d'important pour moi. Est-ce qu'on est obligé d'être adversaire et ennemi du Paris Saint-Germain lorsqu'on est Marseille? Non, après, je pense que c'est des personnes qui peuvent le dire déjà, sans se faire trop insulter. Et je trouve ça bien qu'ils le fassent, parce qu'en général, souvent, on a un peu peur de donner cette position-là, parce qu'elle est un peu critiquée. Et ça va peut-être permettre à des personnes qui sont dans le Sud, par exemple, je parle pas forcément que d'assumer un petit peu plus, d'être pour l'équipe française. Et voilà, j'étais dans le Sud il n'y a pas très longtemps et j'ai croisé beaucoup de personnes, j'étais pas à Marseille même, c'est peut-être pour ça, mais j'ai croisé beaucoup de personnes qui sont pour le PSG pour cette finale. Mais ils osent pas le dire, quoi. Ils sont là, ils ont peur d'être poursuivis. Moi, je trouve pas bien que ça, mais non, mais ils ont trop on a peur. parfois l'impression que les rivalités, ça fait partie du sport, et oui, je suis pas sûr que les Barcelonais le seul bonheur de certains Marseillais, c'est juste de prendre du plaisir à une chute éventuelle du Paris Saint-Germain. C'est un peu dommage d'en être juste là, quoi, d'avoir que ça comme joueur. Oui, parce que le projet sportif de Marseille, il se heurte à des limites financières qui font que vous pourrez en l'état jamais retrouver le faste de votre passé, et dans le même temps, le club rival a vocation chaque année de candidat à gagner avec des champions. Donc c'est vrai que vous finissez peut-être par vous réjouir du malheur des autres, mais moi j'aimerais pas que, je sais pas. Il y a des figures dans des clubs. J'espère que Eric Dimeco, il n'aura pas le maillot d'Ousmane Dembélé samedi. Et s'il disait le contraire, c'est parce que je trouvais ça. Non, mais après, tu prends l'exemple d'Eric Dimeco, mais c'est évident que lui, il n'a pas voulu commenter la finale ou un match du PSG. C'est honnête, c'est bien. C'est honnête, mais Zidane est honnête, c'est juste qu'ils sont différents, c'est tout. Bruno ? Non, mais il y a une rivalité nationale par rapport au championnat, et où c'est normal que forcément Marseille supporte Marseille plutôt que Paris. Mais bon, là, on parlait de Zizou. Zizou, il a aussi le maillot de la Juve sur le dos, qui était le grand rival de l'Inter, donc c'est aussi normal qu'il soit pour le Paris Saint-Germain. Donc, et puis, si on prend mon cas, en l'occurrence, j'ai joué dans tellement de clubs en France que je ne sais même plus pour qui je pourrais être. Vous êtes pour tout le monde, c'est ça. L'embarras du choix. Allez, bon, Tom, la finale de Ligue Europa Spurs-Man U, on l'a vu, Quel festival de elle restera pas dans les annales. Non, merci le foot anglais. C'est bien un match entre le 16e et le 17e de Première Ligue. La finale de Ligue Conférence sera peut-être, on l'espère, meilleure. Elle oppose en tout cas deux équipes de pays différents. Ce sera, vous le voyez, Betis-Séville à Chelsea. Le Betis, grand rival du FC Séville, qui aura l'occasion de remporter son premier trophée international. Ce sera mercredi sur Canal Plus Foot à 21h. Avant donc la grande finale, celle de Ligue des Champions samedi, une petite finale, puis une grande. C'était un peu le programme du Paris Saint-Germain qui jouait hier la finale de la Coupe de France. On pressentait que cette confrontation contre Reims pourrait être déséquilibrée. Eh bien, il y a eu du suspense pendant au moins 15 minutes. Paul Ruyère, Quentin Monaton, Valentin Debrut. Parisien qui creuse l'écart avec ses rivaux dans le palmarès de la Coupe nationale. 8e coupe personnelle pour Marquinhos, rendez-vous compte. C'est sûr que ça banalise un peu l'événement. Il y en a même qui remettent en cause l'intérêt de la compétition, ce qui est triste parce que c'est une compétition malheureuse. Mais c'est vrai que la finale hier, on a senti que ça ressemblait pas vraiment à une finale. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Nantes et Toulouse qui l'ont gagné. Donc je pense que cette compétition, il faut surtout pas l'enlever parce que c'est juste génial. Et pour revenir à la finale d'hier, moi je trouve que c'est plutôt une finale idéale pour le PSG en tout cas. Je me doutais que le rapport de force allait être complètement déséquilibré.
J'ai trouvé que le Paris Saint-Germain avait commencé cette finale en mode Ligue des Champions et qu'ils les ont complètement écrasés et ça leur a permis malgré tout de gérer les têtes, les corps aussi pour attaquer cette finale avec un peu plus de fraîcheur dans la tête et dans les jambes. Mais le problème avec la finale d'hier, finalement, c'est que c'était pas le match le plus important pour le PSG, ni pour Reims. C'est normalement une finale à ce moment de la saison, ça va être le match le plus important pour les deux équipes, sauf que là, Paris a son rendez-vous de samedi prochain et Reims joue sa survie en Ligue 1 jeudi contre. Mais ils avaient mis une équipe compétitive. Oui, mais bon, évidemment qu'il y a un écart de niveau entre les deux équipes. Mais ça n'aide pas pour un moment comme ça qui devrait être une fête. Ils ont effectivement vite enlevé Ito, par exemple, parce qu'ils ont compris que la finale, ils l'avaient perdu à la mi-temps, quoi. Le succès parisien, il a des conséquences sur le tableau des récompenses de la saison. Un petit point rapide. Oui, parce que ça qualifie directement Lyon pour la saison régulière de Ligue Europa et ça qualifie également le Racing Club de Strasbourg pour le barrage de Ligue Conférence qui aura lieu à la fin du mois d'août. Ce sera une rencontre aller-retour. On rappelle que Paris et Marseille et Monaco sont directement qualifiés pour la saison régulière de la Ligue des Champions, que Nice devra démarrer sa saison début août par le 3e tour préliminaire. Il y aura 2 tours à passer pour l'OGC Nice, Lille et Lyon en Ligue Europa. Alors, comme Laure le disait, c'était une répétition réussie pour les Parisiens. Scénario idéal, parce que Luis Enrique a pu gérer les temps comme il voulait aussi. Dès qu'il a vu que le match était gagné, il a fait sortir les joueurs. C'est le scénario parfait. Ouais, je pense qu'il s'était mis une sorte de défi entre eux où pendant au moins 1 heure ou 45 minutes au moins pour la première mi-temps où ils devaient mettre l'intensité qu'ils devront mettre dans une semaine. Je pense qu'au niveau du stade, au niveau du protocole, au niveau de l'ambiance, il y avait quand même des similitudes et c'était une très bonne préparation aussi pour le contexte. Et après, effectivement, marquer aussi rapidement, se libérer complètement, physiquement, etc. Je pense que c'est la préparation parfaite avec une victoire au bout et beaucoup de confiance. Après, il y a une petite inquiétude pour Kvaratskhelia qui, à l'échauffement, a dû laisser sa place et rentrer chez lui parce qu'il a eu des maux de tête. Donc, à suivre aussi comment il va se remettre. Luis Enrique était rassurant. Après oui, le match, il était rassurant. Maintenant, à voir s'il pourra participer à toutes les séances aussi. Mais c'est vrai qu'ils ont été très sérieux. Paris, c'est peut-être Dembélé, moi, qui m'a le plus inquiété dans la soirée. Est-ce que vous êtes inquiet sur Dembélé? Moi, j'ai l'impression qu'après plusieurs mois de grâce, on a retrouvé le Dembélé imprécis, maladroit. J'espère me tromper, mais je suis un peu inquiet. Je pose la question. Ce qui est rassurant déjà, je trouve, et ce qui signifie qu'il a changé de dimension, c'est qu'on s'inquiète quand il marque un peu moins. C'est-à-dire que ça signifie qu'il est devenu un joueur d'une dimension différente dans la perception que l'on a de lui. Après, il traverse pas la meilleure période. C'était aussi la première fois depuis de nombreuses semaines qu'il disputait 90 minutes, et je pense que c'est important aussi pour lui d'avoir ce rythme-là. Il est évident que parmi les joueurs à vocation offensive, hier, il est celui qui a été le moins en vue. Moi, je pense que il m'a donné les garanties sur cette saison qu'il sera présent en rendez-vous de la finale. Après, est-ce que c'est la meilleure période de ces derniers mois? Non, c'est pas le cas, mais ça n'a pas vocation à m'inquiéter. Factuellement, c'est vrai, il a marqué 1 but sur ses 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais souvenez-vous, quelques semaines en arrière, on disait la même chose avant le match aller Arsenal en demi-finale. Ce soir-là, Paris gagne 1-0, qui marque le but de la victoire parisienne. Ousmane Dembélé. Vous l'avez trouvé pas mal, vous Moi, j'ai trouvé très bon au début. Dans la première mi-temps, où il décrochait beaucoup, il était difficile à prendre. Il a créé quelques décalages intéressants. Il a toujours un peu cette créativité, cette inspiration qui lui est propre. Après, c'est évident qu'à un moment donné, il a peut-être été en sur-régime au niveau de l'efficacité, ce qui en a fait l'un des meilleurs buteurs de cette saison. Après, il n'a pas beaucoup de réussite, il frappe sur le poteau, il a 1 ou 2 1 contre 1 qui gèrent mal. En fin de match, il pousse un peu trop le ballon, mais peut-être que justement avec cette action de fin de match, il pourra être prêt pour samedi prochain et la réussir. Donc je suis beaucoup moins inquiet. Je pense qu'il a été plutôt bon dans le contenu. Sur l'état d'esprit, il y a une action que vous vouliez nous montrer, Gauthier, qui est en extrême fin de match. Oui, à la 90e minute, on est dans les toutes dernières secondes de cette rencontre et qui résume bien la saison du Paris Saint-Germain. Regardez, perte de balle de Mayoulou, il y a 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Il y a la finale de la semaine prochaine en tête. Et regardez les courses de Beraldo, d'Hakimi et de Barcola pour revenir. Et c'est Hakimi qui va récupérer ce ballon. L'arbitre va siffler une faute. Mais ça illustre bien l'état d'esprit, cette saison collective de la part des joueurs parisiens. Ils y étaient sur l'état d'esprit. Il y a eu un pressing haut à la perte du ballon qui était impressionnante également. Reims n'arrivait pas à sortir de son camp. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça contre l'Inter? C'est une des questions. Ils l'ont fait contre des équipes énormes cette année. Donc je pense qu'ils vont essayer de le faire en tout cas. Et puis contre l'Inter, je vois pas pourquoi ils le feraient pas. Après, on parlait de Dembélé, c'est le capitaine du pressing du Paris Saint-Germain. Oui. C'est souvent le premier déclencheur aussi. On parle de son inefficacité en ce moment, mais l'importance qu'il a sans ballon, elle est capitale. Et c'est vrai, hier, pour rejoindre ce que montrait Gauthier sur cette séquence-là, même si le PSG a relâché en deuxième période, la pression était moins forte.
j'ai souvenir, parce que j'étais au stade aussi, à la 87e, 88e, de voir Dembélé encore courir, aller chasser les défenseurs adverses, ce qui est signe que physiquement, ça va plutôt bien quand vous êtes capable de faire le pressing à la 88e. De ce point de vue-là, c'est aussi ça, je pense. Puis juste pour conclure, là où je suis pas inquiète, c'est que si Dembélé ne marque pas, d'autres marqueront sur le PSG. C'était le cas hier. Oui, et puis sur le PSG, nouvelle tête de nouvelle génération, j'ai envie de dire, depuis cette saison, c'est pas très grave s'il est un peu moins efficace. Début de Barcola qui, a priori, a peut-être aussi gagné sa titularisation. Ticket de titulaire. Ouais. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non, c'était juste sur Dembélé, mais on a pu voir sur le match contre Arsenal, le retour où il était remplaçant, que le pressing parisien, justement, était un peu moins efficace lorsqu'il n'était pas là, puisque c'est lui qui le déclenche très souvent. On va continuer de parler de cette finale et de l'Inter. L'interiste totalement tourné vers la finale de 21h samedi sur Canal, bien sûr. Quel impact ça peut avoir, cette perte du Scudetto? Là, ils étaient dans le sprint final. Ils ne sont pas champions. Disons que le Scudetto, ils ne l'ont pas perdu ce week-end. Donc, quelque part, c'était une... Mais c'est officiel ce week-end. Tout à fait, mais c'était un sentiment qui était un peu latent avec le bon parcours de Naples, notamment. Et c'est vrai qu'ils pouvaient quand même espérer si Naples faisait un faux pas ce week-end. Mais je pense qu'ils avaient déjà tiré un trait dessus. On peut voir même la composition d'équipe qui n'était pas vraiment tournée vers ce match-là. Donc forcément, ça a un impact négatif. Quand on compare avec le Paris Saint-Germain qui a gagné une Coupe de France, l'Inter qui a perdu un Scudetto, forcément, c'est plutôt positif pour les Parisiens. Maintenant, ils vont avoir justement l'occasion, et c'est ce qui fait la force du foot, c'est qu'une semaine après, on a la chance de pouvoir se remettre en question et puis de gagner la plus belle des compétitions. Donc, ils sont dans un mode maintenant Champions League avec la possibilité de complètement sauver leur saison. Et je pense que ça, c'est hyper positif pour eux. Il y a une potentielle saison blanche quand même pour l'Inter, et ça fait 6 ans que c'est pas arrivé du côté de Milan, et ça ferait quand même tâche. Il y a aussi Inzaghi, dont l'avenir n'est pas tout à fait scellé, qui a des appels du pied de l'Arabie Saoudite. À quel point ça peut perturber? Non, mais ça peut peut-être aussi perturber avec les montants qu'on connaît. On ne sait pas. Il y a des joueurs qui sont incertains. Je pense à Lautaro Martinez, Benjamin Pavard. Vous avez des infos sur la présence éventuelle de Pavard sur le terrain samedi? Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il n'a pas joué depuis un mois, que ça fait plusieurs matchs qu'il a l'espérance de pouvoir être sur la feuille ou d'avoir du temps de jeu, et qu'il a toujours il avait toujours mal à la cheville, ce qui l'empêche de participer aux séances et de jouer. Donc je serais surpris que Inzaghi prenne la décision de le faire débuter un match, sachant qu'il n'a pas joué depuis un mois et qu'il aura peu de rythme, etc. Donc j'espère qu'il sera sur la feuille. Lautaro était sur le banc vendredi soir, mais il n'est pas entré, et lui n'a pas joué depuis la demi-finale retour contre le Barça, où déjà il avait joué sur une jambe puisqu'il s'était blessé au match aller. Ils prennent plein de buts depuis qu'il joue plus. Ça fait 2 cadres, Ouais. C'est énorme. Ce serait un coup dur point positif pour eux. Pas de Scudetto donc pour l'Inter, c'est le Napoli qui a gagné, donc qui a été sacré dans une liesse comme toujours indescriptible. 4e titre pour le Napoli, et des scènes de joie assez exceptionnelles. C'est le 2e titre en 2 ans après le titre de 2023. On voit ici la place centrale del Plebiscito, 200 000 personnes s'étaient massées sur cette place notamment, et 57 écrans géants étaient installés dans la province. Ils ont fêté ça jusqu'au bout de la nuit, mais tout a été plutôt bien géré, bien organisé. C'est une belle joie. Et il y a des écoles qui seront fermées demain pour continuer les célébrations. D'accord. Et juste pour rendre encore plus spectaculaire la saison de Manchester United, c'est deux anciens des United qui ont marqué les buts de Naples. Scott McTominay et Romelu Lukaku. Qui a marqué un très beau but. On continue d'évoquer la finale de samedi, Paris Saint-Germain-Inter, dont je vous rappelle que la prise d'antenne du Canal Champions Club en direct depuis le stade sera à 18h35. Et dans un instant, vous saurez pourquoi Henrikh Mkhitaryan, le joueur de l'Inter, parle aussi bien le français. Voilà, je rappelle qu'en Ile-de-France, il y a près de 500 000 personnes portugaises ou issues de parents portugais, ce qui fait qu'on dit parfois que Paris est la 3e ville portugaise au monde. Donc c'est pas illogique de retrouver un PSG estampillé Portugal. Historiquement, c'est vrai qu'il y a une connexion France-Portugal au Paris Saint-Germain, puisque dans l'histoire, il y a déjà eu 17 joueurs de nationalité portugaise. C'est d'ailleurs la 2e nation la mieux représentée, la première européenne, si on regarde ce classement. Avec Alves et les Grands Noirs, Paoletta, bien sûr, joueur mythique. Les 4 de cette année, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup pour la popularité de cette équipe-là. Ils ont une bonne mentalité, ils sont sympas, ils sont humbles. C'est une bonne source d'inspiration. J'invite les jeunes à être inspirés par des joueurs comme eux, parce que pour le coup, c'est des joueurs d'équipe, des joueurs qui sont généreux dans l'effort, mais en même temps qui ont une finesse technique qui font qu'ils ont tout pour être des super joueurs de foot dans un projet comme celui du PSG aujourd'hui, quoi.
Donc moi j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, moi j'ai rien contre la filière portugaise de Luis Campos. Il peut ramener des joueurs portugais comme ça. J'ai pas de problème avec le fait d'avoir plus de joueurs d'une nationalité. Si le filon marche bien, faut y aller, quoi. Surtout que Vitinha, Neves, si on additionne le montant des transferts pour ces deux joueurs, c'est autour de 100 millions d'euros. C'est le prix d'un Bellingham par exemple au Real Madrid. Et au-delà de ça, on voit vraiment que ce sont des joueurs qui gèrent bien la pression, je trouve. Ce sont des jeunes joueurs et ça fait partie aussi de la formation portugaise où ils sont habitués à jouer des matchs contre des derbys notamment, des matchs dans des stades pleins. Donc ça, c'est quelque chose qui se ressent et qu'on voit chez ces joueurs. Mais ce que j'aime bien, j'aime bien juste parce que c'est mes petits chouchous dans le sens où ils ont aussi c'est des gabarits qu'on voit plus trop dans le foot aujourd'hui. Je parle plutôt des milieux de terrain, mais Vitinha et João Neves, ces petits joueurs. J'ai quand même, c'est pas parce que je suis petite, attention. Non, mais j'ai quand même tendance à défendre ces joueurs qui arrivent à exister au très très haut niveau, et c'est des profils que j'aime particulièrement. Et en plus, ils parlent tous français. Donc c'est bien un petit clan portugais, mais ils ne sont pas déconnectés du vestiaire. Il y a beaucoup de rivalités au Portugal, Benfica, Porto, le Sporting. Le fait effectivement que tous ces joueurs viennent des trois clubs, ça permet de rassembler un petit peu les supporters portugais autour du PSG. Juste, Luis Campos, le directeur sportif, a été promu cette semaine, prolongé et promu. Il faut le rajouter dans cette diaspora portugaise. Oui, parce qu'il est évidemment à l'initiative, comme le disait Laure, des joueurs qui arrivent au Paris Saint-Germain. Et effectivement, le fait qu'ils partagent la même nationalité, forcément, ça aide dans le choix des réseaux, même s'il a un réseau qui est très important. Mais Luis Campos, pour le moment, son année de mercato, celle-ci, elle est très bonne. Il y a eu des années passées où il y avait à redire. Là, le travail réalisé est excellent. Donc, il a la confiance de ses dirigeants. Puis quand vous êtes payé le prix de certains joueurs stars d'équipe adverse en Ligue 1, vous avez aussi tout intérêt à rester, si on est tout à fait honnête. Parce que quand vous gagnez pas loin de 5 millions d'euros par an, vous participez à convaincre de rester dans le club. Petite info juste sur Luis Campos, il travaille avec un outil en fait qui lui permet de dessiner le profil psychologique d'un joueur. Et ça, c'est hyper important. C'est aussi la clé de sa réussite, c'est de vraiment pouvoir recruter des joueurs en fonction de leur tête aussi. Après, rien n'est infaillible non plus. Non, il y a aussi des joueurs qui ont explosé en plein vol qui a fait venir. Mais genre Ekitike, ils n'avaient pas utilisé le logiciel. Non, mais c'est vrai que pour compléter ce que dit Margot, même si j'étais pas au courant de cet outil-là, je pense que quand on constitue un effectif, on parle pas que forcément des 11 titulaires, on ne prend pas forcément que les meilleurs joueurs, il faut aussi prendre des mecs qui puissent se compléter, qui puissent s'inscrire dans un projet. Et je pense que c'est un peu le plus difficile maintenant pour un dirigeant, c'est d'essayer de fédérer des joueurs 25, 30 autour d'un projet commun. Et eux, ils n'ont pas forcément été toujours titulaires, mais ils ont été toujours dans le bon état d'esprit. Et ça, je pense que c'est à souligner. Vous qui avez été recruteur, le joueur portugais, les bonnes cotes sur le marché européen, qu'est-ce qu'on dit des joueurs portugais, même si c'est un peu idiot parfois, il y a autant de profils que de joueurs. Oui, mais ça dépend pour jouer dans quel pays. Et c'est vrai que le championnat de France est un championnat assez difficile. Il faut de la vitesse, il faut de la puissance. Il faut bien sûr de la qualité technique. Et je pense que les joueurs portugais, comme les joueurs hollandais, on peut les comparer un petit peu, présentent ces qualités-là qui leur permettent de s'exporter un petit peu partout. La preuve, c'est qu'ils sont capables de jouer quasiment dans tous les pays, mais en France notamment. Sur la finale qui se rapproche, on est à J-6, vous pensez que Paris Saint-Germain est en meilleure position aujourd'hui que l'Inter ou pas? Oui, si vous voulez parler de rapport de force, à un moment donné, je pense que j'essaie toujours de me demander quel joueur de l'équipe adverse je prendrais dans mon équipe. Et c'est vrai qu'à l'Inter, et je sens que là Bertrand va réagir, hormis Lautaro Martinez, je vois pas un joueur de l'Inter ou de l'effectif de l'Inter qui est clairement à prendre pour venir faire jouer au Paris Saint-Germain titulaire directement. Donc je me dis que sur le plan individuel déjà, il y a quand même des forces assez intéressantes du côté du Paris Saint-Germain. Après, il y a l'expérience, il y a le côté collectif. Il y a le gardien. Moi, j'échange pas Sommer contre Donnarumma. Voilà, je savais qu'il allait réagir. C'est un mec au milieu, mais c'est vrai qu'en faisant le 11 contre 11, effectivement. Di Marco, Nuno Mendes, il y a match. Dumfries, Achraf Hakimi, il y a match. Mais globalement. C'est vrai que ce ne sont pas les mêmes projets, ni les mêmes systèmes. Non, mais justement, et on en parlera peut-être après, mais je pense qu'au niveau du système, il va y avoir un vrai rapport de force, et c'est pour ça que le choix des 3 attaquants va être hyper intéressant pour justement fixer Dumfries d'un côté et Di Marco de l'autre, pour essayer de les faire jouer le plus bas possible. On a parlé des Portugais du PSG, on pourrait parler des Français de l'Inter, le foot c'est un grand mélange. On va évoquer quelqu'un qui n'est pas français, mais qui est francophone, c'est Henrik Mkhitaryan, international arménien, qui manie magnifiquement notre langue.